On va voir en bref ce qu'est un design system. Pourquoi est-ce qu'on crée des design system? Parce que c'est intéressant aussi de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on industrialise aujourd'hui autant le design? Quand est-ce qu'il faut créer un design system et pour qui? Comment est-ce qu'on le pense? Comment est-ce qu'on le maintient? Et quelles sont ensuite les étapes nécessaires pour maintenir un design system et qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, je vous ai mis deux, trois petites citations que j'aime bien autour du design. Effectivement, les styles, les modes partent et reviennent. Le bon design, c'est un langage et c'est pas un style. Et donc, on va appuyer sur quelques mots comme ça. Le langage, c'est le premier. Vous savez que la parole est une façon de communiquer, mais c'est pas la seule. Les emojis, c'est en soi une manière de communiquer aussi. Le design system, c'est pareil. Le design system, c'est un langage. On entend par là que c'est une entité qui est compréhensible par des personnes qui ont la même appropriation culturelle, les mêmes capacités à comprendre une langue. En l'occurrence, là, on va parler d'un langage design, mais c'est vraiment important de voir le design system comme un langage. Deuxième notion très importante, un design system, ce n'est pas un projet. Un design system, c'est un produit. Il faut vraiment le voir comme un produit qu'on va développer, qui a une expérience avant, pendant, après. J'en parle souvent. Un produit sur lequel on va itérer, qui va être développé à travers des cycles définis entre des partenaires, donc des designers, des développeurs, on en parlera ensuite, mais avec toutes les parties prenantes. Et donc, c'est vraiment un produit dans le produit, un design system généralement. Plus vous prenez de décisions et plus elles vont être longues et plus vous allez retarder l'échéance. Et un design system, ça permet d'aller vite, ça permet de se poser moins de questions, ça permet d'industrialiser un process design où parfois on est un petit peu hésitant. Le design system, il est là pour venir donner des règles d'application et enlever cette part de doute au process design qui peut exister parfois. Ce qui ne veut pas dire qu'on enlève la créativité, c'est une chose qu'on voit très souvent. Un design system, c'est comme un framework, c'est une manière de guider l'utilisateur, en l'occurrence ici le designer, dans sa conception. Donc si on retient trois notions essentielles, et j'ai toujours pas parlé vraiment de design, un design system, c'est donc un langage, un produit et une aide à la prise de décision. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans un design system? Le plus évident, c'est qu'on va retrouver des librairies de composants. Ça, vous êtes tous habitués à faire vos composants sur Figma, sur XD, sur Sketch. La librairie de composants, c'est effectivement une première étape vers le design system, mais on va le voir après, un UI kit n'est absolument pas un design system. Ces composants logiciels que vous allez avoir sur vos logiciels de créa, ils doivent être optimisés. Optimiser, ça veut dire qu'ils sont responsifs, que si vous les tirez, ça bouge bien comme vous voulez, que voilà, toutes vos patterns sont bien pensés pour être adaptables suivant vos designs et vos types d'écran. Vos composants sont maintenables, donc ça, c'est surtout l'usage des librairies et des styles qui fait que du coup, vous avez une organisation dans vos fichiers qui est simple à maintenir et qui est actée, généralement avec les développeurs. Et un langage unique, c'est cette idée dont on va reparler, de trouver une uniformisation dans votre design system et une manière de nommer vos éléments. Il y a des tas de conventions de nommage qui existent. La plus connue dont je vous parle souvent, c'est le BEM, Block Element Modifier, mais il y en a plein d'autres. L'idée, c'est de se donner des conventions pour vraiment partir sur un socle commun avec votre équipe de dev et votre équipe design. Là, je vous ai parlé des UI kits et on est vraiment dans le pendant graphique. Qu'est-ce qui fait un design system? Et c'est vraiment primordial de comprendre ça. Un design system n'est un design system que lorsqu'il est documenté, partagé et compris par l'ensemble des collaborateurs. Une simple librairie de composants, elle ne vous donne pas les règles d'usage des boutons, ni des tabs, ni des switches. Ils ne vous disent pas dans quel environnement ils doivent évoluer au sein de la page, ce genre de choses. Donc, un design system, c'est une documentation qui reprend aussi, par exemple, les règles d'identité de la marque.
quelles sont les couleurs, les images, ce qu'on appelle le voice and tone, la manière de s'adresser à ses utilisateurs. Est-ce qu'on les vouvoie? Est-ce qu'on les tutoie? Est-ce qu'on utilise plutôt tel ou tel champ lexical? C'est des choses qui sont très importantes pour l'identité de la marque, la manière dont elle s'adresse à ses utilisateurs. La documentation, c'est tout ce que je viens d'évoquer succinctement. Donc, c'est vraiment l'idée de dire, voilà, mon composant existe comme ça. Les couleurs admises, par exemple, ça va être pour mon active, ça va être tel bleu. Quand je passe en over, ça va être tel bleu qui correspond à telle valeur. Et donc, c'est vraiment l'idée qu'on a documenté tous nos composants. On sait dans quel contexte est-ce qu'ils évoluent. On sait sur quelle page ou à côté de quel autre composant est-ce qu'on peut les mettre. Et ça, c'est vraiment une vision très macro du design, mais qui va nous permettre de créer des designs qui soient toujours cohérents, parce que je ne vais pas inventer des patterns ou je ne vais pas mettre un bouton là où il ne faut pas. Tous mes layouts, tout est bien réglé et défini par le design system. Donc, on va retrouver dans le design system, au-delà du graphisme, comme je le disais, les brand values, donc les objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce design, qu'est-ce qu'il doit transmettre à l'utilisateur, les best practices, l'accessibilité. Alors, je crois que vous avez une conférence dessus, donc je ne vais pas parler énormément d'accessibilité, mais que ce soit l'accessibilité graphique ou l'accessibilité aux personnes avec handicap, les personnes non-voyantes, les personnes sourdes. Il y a des tas de handicaps qui existent. Vous le savez que c'est plus de 15 à 20% des personnes qui naviguent sur vos sites ou applications qui sont soumis à un handicap, mineur ou majeur. Et donc, il est très, très important de prendre en compte ces personnes dans l'inclusion de votre design et de votre application. Un design system doit être collaboratif. C'est ce qu'on appelle la gouvernance. Aujourd'hui, vous avez maintenant des postes dans les grosses startups ou les grosses boîtes de design system manager, donc de personnes qui vraiment sont garantes de l'expérience design pour les équipes design et pour les utilisateurs en interne généralement. C'est vrai pour voilà, des grosses boîtes avec des gros projets, mais il y a aujourd'hui des gens dans le métier, au-delà des UI designers qui vont produire avec les développeurs, il y a des gens qui sont vraiment garants de ce design system, de qui collabore sur le design system, à quel moment, quand est-ce qu'on fait évoluer le design system. Ce qui m'amène sur mon dernier point, une grande règle que vous retrouverez souvent en design, mais qui existe aussi en code, qui est le « don't repeat yourself ». Voilà, pour un développeur, généralement, on évite de recoder ses fonctions. Et ben, c'est pareil en design. En fait, si un composant existe, on ne va pas en recréer un nouveau. On va essayer toujours de garder une certaine uniformité dans nos designs. Et Design System Manager, par exemple, est garant de ce genre de cas. Donc, pour résumer, un design system n'est un design system que s'il est documenté, que s'il comprend les règles d'accessibilité, s'il comprend les règles de branding. Vous pouvez aller voir celui d'Amazon, par exemple, on ira le voir à la fin. Vous verrez qu'ils vont jusqu'à montrer, voilà, il faut des images avec des humains. S'il y a des images avec que des paysages ou que des machines, ça ne va pas, on ne peut pas les mettre sur telle page. Donc, ça peut aller aussi loin, ce qu'on appelle les brand guidelines, vraiment, donc voilà, les identités graphiques. C'est vraiment voilà, les do and don't, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire dans un design system. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Je vais afficher le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et attention, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Flore, est-ce que tu veux couper ton micro? Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce premier point? Non? Pardon, pas une question, mais tu disais que le design system n'était pas compatible avec la créativité. Je comprends bien qu'il faut un cadre à la créativité, mais une fois que ça s'est établi, toutes ces règles et ces guidelines, la marge, on va dire, de créativité en est quand même pour le moins réduit. Qu'est-ce que tu en Alors, penses? alors ça vient pas de moi, en fait, c'est des griefs qu'on va souvent faire au design system en disant oui, mais ça réduit la créativité, etc. Ce à quoi je réponds, la plupart des produits qui embarquent des design systems ne sont pas forcément des produits très créatifs. Faire une appli de banque, je ne sais pas si vous prenez un système de Conto, pour faire une appli de banque, il n'y a pas besoin d'être très créatif. Il faut juste suivre des patterns et des conventions design qui existent.
Par contre, ils sont, en termes de productivité, de capacité de mise en prod, c'est des machines parce qu'ils ont un design system qui est hyper carré et ils savent exactement dans quel contexte placer tels éléments. Donc, moi, je ne suis pas forcément pour dire que le design system réduit la créativité, puisqu'il n'y a pas de créativité sans contrainte, de toute façon, surtout dans nos métiers. Mais c'est un des griefs que tu entendras parfois. Après, ce n'est pas forcément moi qui le fais personnellement, mais ce n'est pas forcément complètement faux. Mais on pourrait opposer à cet argument que voilà, les entreprises ou les boîtes qui ont vraiment besoin de design system, si elles passent à ce stade d'industrialisation, c'est aussi qu'on a un peu passé l'étape de la créativité. C'est-à-dire qu'on a trouvé le truc créa, et donc il faut faire la différence entre direction artistique et user interface, par exemple. On peut embarquer la direction artistique dans un design system, bien sûr, mais ce n'est pas forcément le cas de toutes les sociétés. Il y a des sociétés où c'est très carré, très normé. Et c'est aussi à ça que sert un design system. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, enfin, en creux, tu dis, tu dis que oui, c'est peut-être finalement les boîtes les plus structurées parce qu'elles ont besoin de production et euh, d'une force en fait de développement forte qui utilisent des design systems. Et en creux, tu dis effectivement en annihilant une certaine spontanéité des designers, mais peut-être que ces boîtes n'en ont pas besoin, hein. Donc, Exactement. ouais, tu Exactement. confirmes un peu ce que je pense. Exactement. Et ouais. Après, on trouvera toujours des contre-exemples, hein. Je ne sais pas, vous connaissez sûrement tous, où il y a beaucoup, je pense, d'utilisateurs de Mailchimp, par exemple, qui ont une identité graphique, j'y pense parce que je l'utilisais ce matin, mais qui a une identité graphique assez sympa. Et pourtant, si vous regardez l'interface de Mailchimp, alors ils viennent de la refaire, c'est très normé, en fait. C'est hyper carré, mais ça reste créatif, entre guillemets, parce qu'il y a l'illustration, parce qu'ils vont utiliser des teintes, des couleurs plutôt chaudes. Donc, c'est aussi un bon travail créatif. Normalement, ils ne se voient pas. C'est aussi un peu le génie de la créativité parfois. C'est de réussir à faire quelque chose qui d'apparence est très simple et qui au final est super créatif. Donc, pas toujours obligé de voir cette industrialisation d'un mauvais œil. Pour l'homogénéité globale, oui, donc j'allais y venir, effectivement, mais homogénéiser le design, on va en parler juste après, mais c'est une des fonctions premières d'un design system. Après, il y a plusieurs cas de figure. C'est où je lance mon application et j'ai absolument rien avant. Est-ce que c'est vraiment la peine de créer un design system pour un lancement d'application? On va en reparler, mais généralement, la réponse est non. Ou alors, je travaille pour un gros mammouth, une grosse boîte qui est en train de se transformer, je fais de la transfo digitale, et là, j'ai 40 interfaces qui traînent, qui ont toutes des designs différents, et il faut uniformiser tout ça. Et là, on rentre vraiment dans la logique et l'intérêt d'un design system. Et au final, c'est le cas de beaucoup, beaucoup de sociétés, et on va en parler tout de suite. Est-ce que la créativité s'affirme uniquement dans le design system ou est-ce que le DS est un outil au service de la créativité? Ouais, c'est presque de mes cours de philo du lundi matin, ça, du lycée. Les deux, en fait. Comme je disais, je pense qu'il n'y a pas de créativité sans contrainte. Vous pouvez être créatif, par exemple, dans des micro-interactions, trouver des petites micro-interactions qui sont très sympas, et pourtant elles sont très normées, parce que quand on va faire un design system, par exemple, sur de l'animation, on va dire, bah voilà, je sais pas, là j'ai une icône loop, et ça devient un petit tilt, un petit trait, vous savez, qui clignote dans les inputs. C'est une animation qu'on voit assez souvent. Cette animation, elle fait 0,5 points secondes. C'est un ease in, ease out. C'est le type d'animation. Et donc, du coup, on peut aussi normer les typologies d'animation dans le design system, ce qui n'empêche pas que l'animation en soi est sympa et créative, mais elle a un cadre. Elle a toujours un cadre. Comment créer un design system pour une entreprise qui qui propose différents. Donc pour les entreprises qui a plusieurs sites et services, on va en parler, mais c'est un cas d'usage assez commun généralement. Il y a pas mal de conférences sur YouTube qui parlent de ce sujet. Vous trouverez plein de témoignages. C'est un gros travail de fond. Un design system, il faut pas penser que ça se fait en 3 mois, où on voit beaucoup de gens juniors qui disent « Ah tiens, j'ai fait un design system ». Non, vous avez fait un UI kit.
ce qui est déjà très bien. Mais, mais un design system, voilà, ça entraîne toute cette réflexion sur quels sont nos produits, qu'est-ce qui les unit, comment est-ce qu'on va les uniformiser, qu'est-ce qui fait le socle commun de nos produits, comment est-ce qu'on pourrait euh, communiquer et transmettre nos valeurs de nos produits à nos utilisateurs d'une manière uniforme. Et donc, en fait, c'est un sacré défi, notamment pour des grosses boîtes. Je sais pas, là, il y a, vous pourrez regarder la conférence de Gouverne, je crois, je sais plus comment il s'appelle, l'UX Lead de la Maïf, qui est très intéressante. Sur des grosses boîtes comme ça, où effectivement, il y a plein de services éclatés, il y a un énorme travail de fond à faire en préparation sur, voilà, où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'on va vers un design system uniformisé. Et donc, on va en parler tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on crée des design systems? Dis-moi, Marc, si ça répond à ta question, mais on va en parler un petit peu plus en détail, et puis si vous voulez, on pourrait prendre la parole à la fin, je crois. Donc, n'hésitez pas. La façon de concevoir des applications sur le web a évolué. Personnellement, j'ai commencé en 2009 chez Boursorama Bank en user interface et on faisait nos mock-ups sur Photoshop. Donc, aucune logique d'artboard, aucune logique de symbole, aucune logique de composants réutilisables. Euh, on faisait les choses voilà, un petit peu comme elles venaient et toujours au service de l'utilisateur, bien sûr, déjà à l'époque. Mais notre façon de concevoir des applications n'était pas forcément optimisée. Sketch est né en 2012, il est devenu bien vraiment qu'à partir de 2014-2015. Mais donc, il faut aussi voir que la création des design systems et l'industrialisation des design systems vient aussi de la manière dont on conçoit des applications et forcément l'émergence du web applicatif. Deuxième pendant derrière ça, et je l'ai abordé succinctement tout à l'heure, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent de très loin. Et donc, c'est aussi une des explications du boom de nos métiers du X, UI, de product designer, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, pendant les 5-10 prochaines années, ont un tel legacy, ont un tel fardeau en termes de tech, en termes de design, qui, voilà, ils doivent redoubler d'efforts pour se mettre à jour, pour se mettre à niveau, parce que vous voyez bien que les gros mastodontes se font grappiller des parts de marché par des petites startups qui aujourd'hui sont plus si petites que ça, mais qui, elles, ont bien compris cet intérêt de mettre en avant l'utilisateur, de servir un beau design. Je peux penser à Payfit, à Luco, enfin Conto, que j'ai cité tout à l'heure. Voilà, toutes ces boîtes qui vont aller grappiller des parts de marché, mais qui ont eu toujours une vision très user-centric, que ce soit en termes de design ou en termes d'expérience utilisateur. Donc, on ne peut pas penser design system et penser UX, UI sans se demander aussi d'où viennent ces évolutions et sans tenter de les expliquer un petit peu. Une des explications, parmi tant d'autres, c'est celle-ci. Les équipes ont besoin d'une seule single source of truth, pardon, mais c'est beaucoup plus joli en anglais qu'en français, une seule source de vérité. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le fait d'homogénéiser vos designs. C'est-à-dire que si on doit aller chercher un input, si on doit aller chercher un bouton primaire, et on ne va pas se poser la question pendant 1 heure, il est là, il est documenté, je sais quand est-ce que je l'utilise, il est dans le fichier Figma qui est à disposition des designers, des PM, des PO, des devs, de qui vous voulez, on en reparlera aussi. Mais l'idée, c'est voilà, c'est d'avoir une seule base pour déployer ensuite mon design. On va donc aussi faciliter et industrialiser la production de design, donc la création d'écrans avec l'Atomic Design. C'est un concept dont vous êtes familier, donc on va passer rapidement dessus. Mais ça permet vraiment voilà, d'avoir une vision très, très macro de vos designs et d'aller très très vite en production, même si le travail de base de créer un design system est un peu long et douloureux et c'est beaucoup d'itérations. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez commencé à être lancé, ça devient vraiment agréable parce que cette part de doute dont on parlait dans la créativité, qui peut parfois retarder le travail créa, qui peut faire patauger, qui peut parfois mettre en échec le travail créa, et ben en fait, une fois que le design system est fait et qu'il est acté, bien sûr qu'il continue à évoluer, et bien vous enlevez quand même cette part de doute qui parfois bloque un peu les designers. Quand vous arrivez devant un écran, le fameux syndrome de la page blanche, vous ne savez pas par quoi commencer, et ben là, hop, vous avez un parcours client à faire, vous n'avez aucune question à vous poser, les formulaires, ils sont comme ci, comme ça, c'est clair. Que ce soit pour du desktop, du mobile, de la tablette, tout est bien documenté et tout est bien acté.
Et donc, unifier le design et la communication des entreprises, on en parlera un petit peu. Un design system, au final, c'est fait principalement pour les devs et les designers, mais pas que. Il n'est pas rare que des personnes des équipes marketing, communication, que des PM, des PO viennent s'intéresser au process design, et c'est tant mieux. C'est ça aussi qui permet, alors j'aime pas trop ce mot, mais d'évangéliser, en tout cas de faire qu'on le simple graphiste, UI designer, UX, bah voilà, soit vraiment impliqué et qu'on comprenne l'intérêt de son travail. Et puis ça permet, comme je vous disais, par exemple avec les exemples des images d'Amazon, pour le marketing, d'aller par exemple piocher les bonnes images ou de bien respecter les règles de la communication de l'entreprise. Donc voilà succinctement sur le pourquoi du design system. Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect-là? N'hésitez pas dans le chat, sinon je continue. Salut. Ouais, c'est ça. Aux origines du design system, on va donc trouver l'atomic design. Ceux que j'ai eu en cours en décembre, on en avait parlé, il me semble. L'atomic design, qui est donc un concept popularisé par Brad Frost, un designer américain, et c'est en fait la hiérarchisation de vos composants. Je vais y passer rapidement dessus parce que vous connaissez, je pense, tous. Si vous ne connaissez pas dans le chat, dites-le moi si vous voulez vraiment que je parle un peu plus en détail de l'atomic design. Je vous ai fait un petit exemple. L'idée, c'est de se dire, on va commencer sur notre élément le plus petit et on va, en combinant ces éléments, créer des éléments plus gros qui vont me donner mes pages. Je m'explique. On va retrouver 5 niveaux de hiérarchie. Alors, l'atomic design, c'est une façon de voir les design systems, mais ce n'est pas la seule. En fait, il y a plusieurs façons de faire, plusieurs façons de voir. Brad Frost lui-même a mis à jour, il y a un an et demi, son article sur les design systems, en incluant par exemple les styles de couleurs, ce genre de choses, en disant que c'était des atomes. Donc voilà, c'est des notions qui sont un peu, pas mouvantes, mais qui sont toujours sujets à discussion. Et c'est pas parce que voilà, c'est Brad Frost qui l'a dit qu'il faut forcément respecter les choses. Libre à vous de vous approprier ces niveaux de hiérarchie. Moi, par exemple, j'utilise rarement ou je parle rarement de ces 5 niveaux. Je trouve que ça crée trop de complexité et j'ai un peu une façon un peu différente de voir cette hiérarchisation qui est un tout petit peu moins complexe, mais qui marche très bien aussi. Donc, c'est une proposition et c'est une bonne introduction à l'atomic design, mais ce n'est pas la seule façon de voir les choses non plus. 5 niveaux de hiérarchisation, donc les atomes, les molécules, les organismes, les templates et les pages. Donc comme nous tous, alors j'ai fait un bac L, donc je ne suis pas très calé en sciences, mais il me semble que quand deux atomes se mélangent potentiellement, ça va donner une nouvelle molécule avec de nouvelles propriétés. Et bien en fait, les design systems, c'est exactement la même chose. Comment ça marche, l'atomic design? Un atome, qu'est-ce que ce serait? Donc, comme je dis, ça pourrait être une couleur, ça pourrait être un texte tout simple, et ça pourrait être une forme. Ces atomes, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des propriétés. Une couleur, ça va être un code hexa, un code HSL. Un texte, ici, là, comme button, il va avoir des caractéristiques. Ici, c'est de la Futura Bold 40 pixels. Elle a un interlignage, elle a un interlettrage, elle a tout un tas de propriétés qu'elle embarque lorsque je l'affiche comme ça. Cette forme, pareil, hop, background EEE et une border, un pixel solide, c'est sa propriété. Ces éléments, ils existent tout seuls. Si d'aventure, je combine ces éléments, je vais créer ce qu'on appelle des molécules. Les molécules, vous allez voir, vous voyez ici sur le formulaire que c'est, on va dire, un niveau au-dessus. Donc, ma couleur orange, je l'ai appliquée au fond d'un bouton. Ma forme ici, c'est devenu le background d'un input text, par exemple. Mon texte button ici, il a eu une autre propriété parce qu'il était dans l'input, etc. Donc, comme un organisme vivant, une molécule, les propriétés d'une molécule vont changer et évoluer au fur et à mesure qu'elle en rencontre d'autres. C'est un peu l'histoire de la vie, les design systems, mais c'est une métaphore qui est assez parlante. Et du coup, voilà un organisme qui serait par exemple une navbar. Ensuite, on va passer au template de page. Je pense que ça, c'est pas très compliqué. Et puis ensuite, on va passer à la page elle-même. Et donc, ce composant, par exemple, tabs plus formulaire plus bouton, c'est en fait une accumulation de propriétés
qui, mis ensemble, vont créer des molécules et des éléments de design, et qui, à la fin, vont créer un layout, puis une page. Voilà la façon de voir les design systems, et c'est une vision très macro, mais qu'en fait, n'importe quel UI designer va avoir, parce que nous, on travaille avec des styles, on travaille avec des propriétés comme ça, dont on sait qu'on peut les changer aisément. Et c'est vraiment cette souplesse qu'on va se laisser dans le design qui fait qu'on va réussir à créer des éléments qui soient ensuite actés, fixés, parce qu'on sait quelles sont les propriétés de chaque élément. Je ne sais pas si c'était très clair, mais par exemple, si je reviens sur l'input, ce que j'ai eu en cours, on avait vu un peu les propriétés de l'input, et vous savez qu'un input, il a plusieurs states, plusieurs états, actifs, inactifs, disable, focus, par exemple, pour citer les plus importants. Et ses propriétés aussi, il a une background color, il a une border, il peut avoir un border radius qui est l'arrondi, etc. Tout ça, ce sont des propriétés qui vont évoluer et qui, mises ensemble, vont créer mon élément. Donc en fait, un design system va vraiment spécifier tous les états de toutes les propriétés des éléments, des molécules, puis des layouts, etc. Est-ce que c'est clair pour cette partie atomic design? Donc, je vous invite à lire l'article de Brad Frost. Si vous tapez Atomic Design, vous allez tomber tout de suite dessus. C'est assez intéressant, et c'est voilà, comme ça que vous allez rencontrer la plupart des design systems actuels. Un UI kit n'est pas un design system. Je l'ai dit en intro et j'insiste vraiment, vraiment dessus parce que c'est assez trompeur et assez révélateur aussi en fait de la simplicité parfois ou du manque d'appréhension qu'on a sur la construction d'un design system. Si vous êtes le seul designer de votre boîte et que vous faites tous vos composants sur Figma, vous avez fait un super UI kit, mais vous n'avez pas fait un design system. Parce que c'est un langage qui n'appartient qu'à vous-même et vous êtes le seul à comprendre. Est-ce que vous avez bien nommé vos composants? Est-ce que vous avez bien nommé vos artboards? Est-ce que les développeurs sont d'accord? On va parler après succinctement des design tokens, de ce genre de notions, mais c'est indispensable que l'étape 2 se fasse avec les développeurs, voire dès le début, mais qu'en tout cas la transmission aux développeurs soit optimisée. Donc, si vous avez votre fichier Figma avec vos variantes, vos fichiers XD, avec vos symboles, vos composants, vos librairies, c'est un UI kit. C'est vraiment pas un design system. Sans documentation, un UI kit reste des composants sur logiciel, mais on ne sait absolument pas dans quel contexte est-ce qu'ils évoluent, on ne sait absolument pas ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire avec. Si mon bouton principal, est-ce que je peux le passer du bleu au noir, au jaune, au rouge? Je ne sais pas. Donc ça, c'est très très important. Un design system, c'est vraiment un travail collaboratif. Un UI kit n'est pas un design system. Est-ce que c'est une notion qui est bien claire pour tout le monde? Parce que c'est une erreur que je vois très souvent. Et donc un design system, c'est vraiment un travail d'équipe. Ça va concerner bien sûr principalement les designers et les développeurs, parce qu'il y a des conventions dont il va falloir qu'on discute en amont, notamment donc les design tokens. Par exemple, les design tokens, en fait, c'est une abstraction d'une valeur. Je vais y revenir, je vous donnerai un petit exemple à la fin, parce que c'est un poil complexe. Mais on ira voir sur le design system d'Adobe, si vous voulez, qui est assez bien foutu. C'est pas du tout idiot de penser qu'un design system peut être accessible au PM et au PO, voire au marketing. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes usages, mais un PM, un PO, par exemple, vous pouvez lui mettre à disposition un UI kit plus le design system avec les règles de template et de layout pour lui dire, bah voilà, si tu veux construire une page de vente pour montrer une démo à un client, bah voilà, c'est comme ça. Là, tu as le header, ensuite tu as le hero, ensuite tu as 3 blocs marketing, ensuite c'est ci, c'est ça, tu prends tels éléments, c'est telle couleur. Il a ses guidelines, c'est bête et méchant. Marketing, c'est tout ce qui est voice and tone, on en a parlé, mais qu'il ne faut vraiment pas négliger. C'est aussi l'accessibilité. On en parlera plus tard, mais on peut retrouver des templates de newsletters, ce genre de choses dans des design systems. C'est vraiment toute la communication et tout le langage graphique de la société. Les illustrations qu'on utilise, enfin voilà, tout ce qui a attrait à notre communication, à notre façon de communiquer. Et donc, ça passe par le langage visuel, mais aussi par les textes, par les illustrations, par les images, par toute votre identité graphique. Quand est-ce qu'on se lance dans un design system et pour qui on le fait? Donc, je l'ai abordé succinctement.
Et donc, c'est principalement pour les designers et les développeurs qui se comprennent toujours, bien sûr. C'est toujours des grands amis, les designers et les devs. Si je dis ça, c'est une petite blague, mais c'est vrai que, bon, parfois, il y a des petits accrochages entre les équipes, ça peut arriver parce que les développeurs vont pas forcément comprendre l'intérêt que vous allez avoir à vraiment travailler un composant à fond parce que lui, il veut l'intégrer. Et vous, designers, vous ne comprenez pas toujours ce que fait un développeur. Au final, nos manières de travailler sont très similaires. Elles le sont de plus en plus, surtout depuis que voilà, les développeurs, aujourd'hui, on a de plus en plus de devs qui vont travailler sur des frameworks JavaScript, sur des Angular, des React, des noms que vous connaissez sûrement, qui sont composés en Vue, où c'est des symboles et des composants réutilisables, et c'est vraiment la même façon et les mêmes workflows que nous. Donc, si vous abordez ce travail de design system, par pitié, allez vous intéresser au travail des développeurs, allez passer 1 heure avec eux qui vous expliquent, tiens, voilà, moi je travaille comme ça, Angular c'est ci, regarde là j'appelle des sources, React c'est comme ça, je charge des librairies, parce que vous allez vous rendre compte en fait par analogie que vous parlez vraiment le même langage et que vous travaillez de la même façon. Parler le même langage, ça passe aussi pour les designers par la connaissance basique, mais au moins une connaissance du code, du HTML, du CSS, si possible du SaaS, donc pas le SaaS SaaS, Software as a Service, mais SaaS SaaS, qui est en fait du CSS préprocessé. Alors aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le post-CSS, il y a plein de... Enfin, voilà, mais au moins maîtriser le CSS de base pour comprendre comment ça marche, pour comprendre ce que vous livrez aux développeurs, comprendre les logiques de blocs, comprendre les logiques de flexbox, de positionnement en CSS, c'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est ça qui va réduire les frictions entre l'équipe design et l'équipe dev. Genre, je viens d'y penser, je ne l'ai pas mis sur les slides, mais voilà, hein, quelque chose que moi je fais très souvent, par exemple, quand je livre des design systems ou au moins des UI kits et que j'entame les conversations avec les développeurs, avec les product managers, un truc qui marche bien, un petit conseil, c'est par exemple de donner des noms à vos couleurs. Je ne sais pas si je travaille dans l'univers de la robotique ou un truc comme ça. Récemment, je leur avais donné des noms d'Avengers. Mais au moins, voilà, vos palettes de couleurs, vos palettes ont des noms. Ça permet de donner un premier dénominateur commun à votre design. Et puis, voilà, le PM va dire, bah, tiens, moi, j'aime bien l'Iron Man, j'aime bien telle couleur. C'est des petits trucs qui paraissent très, très idiots dit comme ça, mais en fait, c'est les premiers jalons et les premières bases d'une adoption d'un design system. On n'est pas obligé de déclamer des codes exa à la voix. On peut voilà, gamifier un peu cette expérience aussi et se dire, bon, bah, il y a peut-être des façons sympas de voir les choses, de les présenter. Et donc donner des noms à ces couleurs suivant les thèmes. Je ne sais pas, on avait fait dans le transport, on avait donné des noms d'explorateurs, Magellan, Christophe Colomb, etc. Voilà, c'est des petits tips que je peux vous donner aussi qui parfois facilitent un peu ce travail de mise en route de design system, ou parfois quand on arrive devant une interface, surtout quand il faut reprendre 10 ans de mauvais design, on se dit mais la montagne paraît tellement haute à gravir qu'on ne va pas y arriver, mais en y allant étape par étape sur des petits conseils comme ça, vous arriverez à entraîner les gens. Concernant les équipes, donc généralement on dit que pour démarrer un design system, il faut être au moins 2, au moins un designer, un développeur. Après, c'est vrai que c'est quand même bien d'être au moins 2 designers pour avoir un plus junior, un plus senior, quelqu'un qui va vraiment faire de la prod, quelqu'un qui va faire le suivi. On va en reparler. Mais voilà, commencez pas un travail de design system tout seul dans votre coin, ça n'a pas de sens. Et donc j'en ai parlé succinctement, mais un design system c'est aussi pour l'interne, donc avec le voice and tone, les do and don'ts, ceux que vous voyez assez souvent. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, comment est-ce que je peux utiliser mon logo, est-ce que je peux le changer de couleur, etc. On va retrouver donc parfois des templates, comme je disais, pour les équipes marketing, et éventuellement des ressources, ça c'est un petit peu plus pour l'externe. Ça peut être des logos, des pages, des choses qui sont destinées plus au grand public, aux journalistes, des fonts, des images de stock à télécharger que les gens peuvent utiliser pour leur communication s'il y a des partenariats, etc. Donc voilà, c'est potentiellement tourné majoritairement vers l'interne, un design system, mais ce n'est pas impossible qu'il soit aussi tourné vers l'externe. C'est aujourd'hui, vous savez, en termes de communication, alors nous, dans notre milieu, donc il faut toute proportion gardée, mais quand des sociétés sortent leur design system, c'est quand même des micro-événements. On parlera du design system de l'État français qui fait un travail remarquable
sur l'uniformisation des interfaces et ça doit être très, 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 très compliqué. Donc voilà, dès qu'un design system sort, généralement dans nos milieux, c'est un peu un événement, on aime bien aller voir ce qui se fait et tout. Il y a plein de sources d'inspiration aujourd'hui, donc ça, c'est vraiment top. Donc voilà, un design system, c'est fait pour l'interne, mais c'est aussi d'une certaine façon fait pour l'extérieur. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez dans le chat, hein, n'hésitez pas. Une question donc qui revient très souvent, c'est quand est-ce qu'on débute un design system, puisque c'est un chemin semé d'embûches et c'est compliqué. C'est généralement pas une ligne droite et continue. C'est un petit peu compliqué. Donc il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que notre produit est assez mature? Si vous venez de lancer votre startup il y a 3 mois et que vous allez chercher 10 millions d'euros, c'est peut-être pas le moment de faire un design system et il n'y a sûrement aucun intérêt. Donc pareil, quel est l'état de notre produit? Où est-ce qu'on est? Si vous êtes en MVP et que votre produit est codé sur Bubble ou sur Webflow ou que sais-je, il y a quand même peu d'intérêt d'aller faire un vrai design system. Je pense que vous n'aurez même pas l'équipe pour créer ça et ça serait un peu idiot d'aller allouer des ressources à la création d'un design system alors que votre produit n'est pas mature et n'a pas forcément rencontré son public. Donc, toujours se poser la question lorsqu'on lance des design systems de savoir si c'est le bon moment. Est-ce que je connais bien mon marché? C'est-à-dire, est-ce que je sais vraiment à qui je vais adresser mon design si je fais une refonte? Est-ce que ce ne serait pas aussi l'occasion d'aller interroger des gens? Donc là, on va vraiment prendre le pendant UX. Et est-ce que ce ne serait pas aussi l'occasion d'aller interviewer les gens qui potentiellement vont bénéficier? Donc ça, c'est aussi en interne, mais les designers, les marketeurs, les product managers, s'il y a plusieurs designers dans la boîte qui travaillent sur plusieurs produits, dans des grosses boîtes, je ne sais pas, comme Orange, il y a ceux qui font la communication, ceux qui font les apps, ceux qui font le web, ceux qui font chez Orange Afrique, enfin voilà. Et c'est plein d'entités au final qui ne se parlent pas beaucoup. Et donc, rien qu'en interne, comment est-ce qu'on fait pour rassembler tous ces gens, pour les mettre tous sur une librairie sketch unique? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment utile? Voilà, il y a toujours plein de questions à se poser. L'uniformisation des services, quand ils sont différents, c'est toujours un thème qui est un peu compliqué, mais qui est vraiment passionnant. Mais voilà, il faut vraiment avoir le regard clair et affûté quand on se lance sur un design system et vraiment lui donner un objectif et savoir ce qu'on veut en faire. Avons-nous l'équipe suffisante? Donc ça, c'est ce dont j'ai parlé, mais est-ce qu'on est assez scalé pour créer un design system? Ça demande pas forcément beaucoup de réunions. Moi, je le fais pas mal sous forme de workshop. Bon, c'est des fausses réunions, mais un peu plus courtes. Mais voilà, qui va guider le design system? S'il y a des devs qui sont plus... Est-ce que tous les devs n'aiment pas faire du CSS, par exemple? Il y en a qui détestent ça. Voilà, qui aussi identifier les personnes dans l'équipe qui vont être moteurs de l'avancement de ce design system et bien définir les rôles. Donc, c'est ce qu'on appelle la gouvernance aussi. Mais voilà, toi, tu peux mettre à jour la librairie, toi, tu vas faire ci, toi, tu vas faire ça. Et voilà, est-ce que l'équipe est suffisante? Est-ce qu'on peut bien se répartir les rôles? Et si on se les répartit, est-ce qu'on a de quoi avancer suffisamment et sereinement? Pour quel produit créer design system? Donc j'en ai parlé, mais dans le cas de grosses sociétés où j'ai plein de services, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un design system par application? Ça n'a pas vraiment de sens, mais de côté, faire un design system pour toutes les applications, ça demande un tel travail de recettes et d'uniformisation et ce qu'on appelle la gestion du legacy. Donc le legacy, c'est toute la dette design et la dette technique surtout. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Est-ce que c'est une refonte ou est-ce que c'est un nouveau produit? Ce n'est pas les mêmes stratégies. Si c'est une refonte, il va falloir recéter l'ancien, comme je disais, pour aller vers l'existant et puis faire vraiment de la documentation et du suivi. Ce composant a été mis à jour, ce composant n'a pas été mis à jour, ce composant est responsive. OK, mes checkbox, c'est bon. Enfin, voilà. Donc, il y a un énorme travail de fond et de préparation et vous ne pouvez pas vous lancer dans un design system comme ça sans avoir vraiment analysé quels étaient les tenants et les aboutissants de ce design system et qu'est-ce que vous voulez en faire, pourquoi est-ce qu'il est utile. Donc, créer un design system quand vous êtes une équipe de designers, encore une fois, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Créer un design system quand vous êtes 8, c'est compliqué. Donc, il faut toujours essayer de trouver un juste milieu. Est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect équipe, lancement de design system? Yann,
Est-ce possible de partir d'une base de code existante mais obsolète et Cradoc pour faire migrer vers un design system, ou est-ce mieux de faire un reboot si besoin de clarifier à l'oral? Non, non, Yann, pas de souci. Alors, en 10 ans d'expérience, j'ai jamais vu un dev qui aimait bien reprendre le code de ses anciens petits camarades. Je sais pas vous. Mais généralement, on n'aime pas trop, les développeurs n'aiment pas trop reprendre le code des autres pour 1000 raisons, où c'est pas documenté, où la technologie est obsolète, où le dev est spécialisé dans une tech et l'ancien l'était pas, etc. Donc, la gestion du legacy, et ça, on va plus parler de transformation digitale, on peut faire un aparté, mais pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, ça demande de gérer deux équipes. Une qui va maintenir l'ancien code, qui va maintenir l'ancien design, et une équipe qui va travailler sur migrer ce nouveau design sur la plateforme et le mettre en production. Donc, dans 80% des cas, on fait des reboots. On fait des reboots parce qu'on est qu'en 2021 et qu'au final, les dettes techniques que certaines boîtes s'accumulent, c'est 10, 15, 20 ans pour les plus grosses. Mais du coup, ils se retrouvent à maintenir des trucs. Enfin, il y a des banques qui ont toujours des gens qui maintiennent des applications en COBOL, enfin, dans des langages que je pense certains d'entre vous ne connaissent même pas. Et pourtant, voilà, parce qu'en fait, déjà, ils vont vous dire que ça marche encore, et en soi, c'est vrai. Et parce qu'en fait, tout recoder, c'est tellement compliqué, ça a tellement d'impact en termes de bac, d'expérience utilisateur, que c'est des énormes chantiers. Et donc, généralement, les gens préfèrent recommencer à zéro ou repartir sur des bases saines. Aujourd'hui, on a une tech qui permet quand même d'avoir des workflows qui sont assez simples. On va parler des workflows de design system après. Et donc, du coup, généralement, pour répondre à ta question, Yann, les gens préfèrent recommencer que de repartir d'une base existante. Ce n'est pas une vérité absolue, mais faire évoluer du code et du code qui est par exemple des langages un peu obsolètes, c'est toujours un peu compliqué. Des exemples de workshops pour se lancer dans la mise en place de design system. Alors, il y en a plein. Moi, je les adapte un petit peu. Souvent, je fais des workshops sur les conventions de naming, ce genre de choses. On peut faire des espèces de lighting decision jam un peu pour savoir quelles sont les priorités du design system, pour organiser les composants. Ça, c'est plus pour l'équipe design même. On a fait des workshops, par exemple, pour trouver des noms de couleurs. Enfin, voilà. L'idée, c'est d'y aller progressivement, mais de faire des workshops à 4-5 avec designer, dev et éventuellement un PM aussi qui sera en charge de la communication. Si vous voulez, on pourra en reparler, mais il y a même des How Might We, ça peut être adapté au process de création de design system si vous y réfléchissez. Il y a plein de façons de faire. On peut me demander de mettre à jour un design system dans un grand groupe. De ce que tu dis, je comprends qu'il faut être plusieurs designers. J'ai l'impression qu'ils ne prennent pas conscience de l'impact et de l'étendue du travail. Non, non, non. Non, on reste dans des métiers créatifs, hein, donc c'est le pendant de tous les métiers créatifs malheureusement, mais c'est vrai que les gens n'ont pas forcément une très bonne appréhension de ce qu'on fait nous en tant que designer. Ça arrive petit à petit, ça arrive, mais voilà, je sais, moi, parce que je le fais tous les jours, à quel point parfois ça peut être galère de créer des composants qui se resizent bien sur Figma parce que les gens ne sont pas toujours à l'aise avec les contraintes, les huge content, les fill containers, etc. Et que parfois vous pouvez passer une matinée à faire votre input qui va bien, alors que pour la personne qui va juste l'afficher, c'est quelque chose de très simple. Donc voilà, un design system, il faut effectivement faire prendre conscience que c'est un travail qui est sérieux et qui est long. Ok. Peut-être que tu peux, comme exemple, montrer voilà, les gros design systems qui seront Altacian, ce genre de choses. Attention, il y a un micro ouvert. Et comme on se ressemble Oui, tous, vous pouvez fermer votre micro. tu les comptes et tout. Puis il y en a, ils s'amusent parce que c'est drôle de changer. Hmm. Donc après, des fois, on est 603. Là, on sait que c'est pas possible. Là, on se dit, il y en a qui se moquent de nous. C'est beaucoup. C'est du moquage de figure. Oui. Le problème, c'est qu'il y en a Je sais pas qui a son micro ouvert, mais on t'entend. Il y en a plein qui sont moqués. C'est bon. C'est bon. Donc, je sais plus ce que je disais, mais je disais oui. Donc voilà, les gens n'ont pas forcément conscience de ce que c'est un design system, mais peut-être qu'en leur montrant des gros design systems, en leur montrant alors pas des témoignages, parce qu'aucun CEO va regarder 45 minutes de vidéos YouTube d'un
d'un product designer qui explique comment ça a été compliqué de mettre en place leur design system, mais pourquoi pas, si vous avez des gens ouverts, c'est cool. Avoir les devs dans votre poche, c'est aussi une bonne gageure, je trouve, parce que les devs, ça reste quand même un peu des demi-dieux dans certaines boîtes parce que personne ne comprend ce qu'ils font. C'est aussi le désavantage du design, hein, c'est que si n'importe qui peut se mettre sur Figma, tracer un carré, mettre du texte à l'intérieur et dire ah bah tiens, regarde, je t'ai fait les maquettes avec les formulaires. Grosso merdo, tout le monde peut s'en sortir. Par contre, taper une fonction en JavaScript, ça, c'est quand même déjà moins à la portée des gens. Donc, de toute façon, dans les métiers créatifs, mais c'est valable dans la musique, c'est valable dans plein d'autres métiers créatifs, les gens auront toujours l'impression qu'ils peuvent le faire ou que c'est facile ou que c'est que du graphisme. On l'a entendu plein de fois, hein. Mais c'est aussi à vous d'aller leur expliquer que non, les métiers ont changé, qu'aujourd'hui on travaille en composants, comme ci, comme ça, qu'il faut uniformiser le design, que c'est compliqué, que le design c'est comme tout, il y a des règles et que c'est les règles qui permettent de construire des interfaces qui sont cohérentes. Ça fait 10 ans que je fais ça et malheureusement, bah, on retrouve toujours beaucoup de gens qui sont comme ça. Je pense que plutôt que de se battre contre ça, il vaut mieux aller tenter d'expliquer et d'être le plus pédagogue possible et éventuellement donc d'avoir des partenaires, et les devs dans ce cas-là sont vos meilleurs amis pour vraiment appuyer vos propos et montrer que non, un design system c'est compliqué et ça ne se fait pas en 2 jours. Qui doit être le lead? Quel profil? Un UI, un UX manager, un PM, autre. Alors, c'est pas que je suis pas très à l'aise avec cette question, mais moi, j'aime bien dire que j'aime bien que les gens qui gèrent les design systems soient au moins des graphistes ou des UI à la base, des gens qui comprennent justement, pour rebondir sur ce que je venais de dire, qui comprennent ce que c'est le process graphique. Moi, je reste persuadé que la user interface, et pratiquer, faire beaucoup de prod, c'est une des meilleures portes vers le métier de product designer parce que ça va vous faire voir tellement d'interfaces. Si vous êtes un peu une éponge, que vous allez comprendre plein de choses. Donc, je trouve qu'un bon UI designer peut tout à fait devenir lead product et ensuite être en charge de la création et de la maintenance des design systems. Un PM, un PO aussi, il peut être garant, mais si vous voulez un niveau plus au-dessus, vous n'allez pas demander à un manager qui n'est pas forcément opérationnel d'aller, je sais pas, d'aller réparer une machine à laver si ce n'est pas son métier. Il faut quelqu'un qui sait mettre les mains dans le cambouis. Et moi, je crois pas mal à ça. Cela étant dit, il y a aujourd'hui des gens qui ne sont pas du tout graphistes, qui viennent prendre des positions, des postes sur ce genre de métier. Ça existe. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas porteurs d'une vision et qu'ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants, mais c'est vrai que personnellement, je trouve ça bien d'avoir des gens qui savent vraiment ce que c'est. Encore une fois, ça peut très bien marcher si ce n'est pas le cas, mais le fait de vous être rendu compte de ce que c'est de créer un design system, si un jour vous êtes amené à diriger des équipes, à accompagner des designers plus jeunes, vous êtes aussi plus à l'aise et plus compréhensif, peut-être sur le process. De rien, Anna. Marc, oui, c'est fatigant. Les devs veulent faire leur design system maison qui sera connecté au site comme un espace de back-office pour changer les styles facilement. Ouais, c'est pas vraiment le process. On va en parler un petit peu plus tard du process, mais je vais l'aborder succinctement parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une introduction. Si vous voulez qu'on en reparle, vous n'hésitez pas à venir me trouver sur LinkedIn ou sur le Slack, mais on va parler rapidement des process. L'idée, c'est pas de rentrer trop dans les détails. Mais oui, voilà, l'idée c'est vraiment sur les devs de les embarquer. Et après, d'expérience, moi je trouve que maintenant dans toutes les boîtes, sur des équipes de devs qui commencent à être 3-4, de toute façon, plus une équipe de devs grandit, plus ils vont essayer de spécialiser. Et forcément, si au bout d'un moment on veut un beau produit, il faut forcément des devs qui soient sensibles à l'intégration. On a tous connu des développeurs qui massacraient nos designs, hein. J'aime beaucoup les développeurs, mais ça existe, hein. Qui ne sont pas forcément pixel perfect et tout. Mais honnêtement, moi, ces 5-6 dernières années, je vois de plus en plus de devs qui sont très sensibles au design, et ça, c'est cool, parce que c'est aussi plus simple pour eux de créer. Mais du coup, c'est aussi le moment pour moi quand vous lancez un design system, d'aller repérer les bonnes personnes et les gens qui vont vraiment être moteurs et qui vont vous aider. Donc, pensez à construire son design system. On va revenir dessus succinctement, mais donc faire l'état des lieux.
Donc, on vient d'en parler. Quelle est l'équipe? Quel est le design qu'on a actuellement? Quel legacy on a? Comment est-ce qu'on passe de A à B? Est-ce qu'on commence par migrer telles interfaces? Généralement, moi, j'aime beaucoup ces problématiques de passer d'une ancienne interface à une nouvelle. Moi, j'aime bien, par exemple, attaquer ou mettre à l'épreuve des design systems sur des nouveaux flows. Si vous avez une interface qui est assez ancienne, vous lancez une nouvelle feature, et ben, profitez de cette nouvelle feature pour mettre en place un nouveau design system. Ce n'est pas grave si vous avez, un ancien, un nouveau design qui traîne ensemble. Regardez Google, Google Studio, par exemple, YouTube Studio pour les créateurs vidéo. Ils sont trimballés 2 versions pendant 1 an et demi, l'ancienne version et la nouvelle version avec le nouveau design. Bon, ce n'était pas un changement de ouf non plus, mais il y avait des petits changements. Tant que vous expliquez le process, c'est-à-dire vous dites aux utilisateurs bienvenue dans la nouvelle interface, à terme, tout va devenir comme ça, regardez comme c'est beau et faites-nous du feedback, tant qu'à faire. On va en parler juste après sur définir le rythme et les KPI, mais voilà, profitez de l'implémentation de nouvelles features, par exemple, pour commencer à mettre à l'épreuve un peu votre design system, vos composants, commencer à travailler avec les devs, mettre en place des workflows, trouver des outils. Définir les conventions, donc le naming, comment est-ce que je vais nommer mes composants? Est-ce qu'un bouton, ça s'appelle un CTA, un bouton? Est-ce qu'on parle en anglais, en français, etc. Tiens, ça c'est une tab, ça c'est une checkbox. Voilà, définissez vos noms. Les design tokens, je vais l'aborder hyper succinctement. Un design token, en fait, c'est une abstraction d'une valeur design. Par exemple, pour vous la faire très simple, border radius 4 pixels, je pourrais le traduire par dollar pour dire variable, small radius. Et ensuite, small radius, je peux le combiner avec un design token qui s'appelle par exemple button primary. Donc ça ferait button primary, small radius. Ça ferait par exemple un bouton bleu avec un radius de 4. En fait, small radius, ça ne dit pas 4 pixels, c'est juste qu'il est codé 4 pixels, mais si je voulais le changer à 8, ça serait toujours small radius. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une abstraction de vos valeurs pour pouvoir les manipuler facilement. Si demain, mon small radius, je décide de le passer à 8 pixels, ça n'aura pas d'impact sur mes conventions de nommage. Donc un design token, ça va être une abstraction d'une valeur et en combinant, en les faisant évoluer un petit peu, on va réussir à créer des composants en token qui vont se suivre et qui vont donner des éléments graphiques. C'est vulgarisé au possible, hein, les puristes me tomberont dessus, pardon, mais c'est un petit peu complexe. Pour ceux qui font du XD ou du Figma, sur XD, ça sera le 3e panneau avec les petites accolades où vous verrez qu'en fait, si vous laissez votre code exa dans vos couleurs, il vous affichera le code exa, mais si vous mettez primary color, il mettra $primary color et ensuite le nom de la valeur. Donc voilà, les design tokens, c'est une manière c'est la manière de travailler avec les développeurs aujourd'hui. Et c'est typiquement le genre de discussion qu'il faut que vous ayez en amont avec vos devs. Coupe 30 secondes, Romain. Juste faites attention à vos micros. Je vois que Camille a le micro ouvert, Gabriel aussi. Je vous envoie des messages, mais vous ne les voyez pas forcément. Émilie, attention, ton micro est aussi ouvert. Et sinon, merci à tous. Vous avez bien les micros fermés. N'hésitez pas, vous pouvez les ouvrir pour poser des questions. Il n'y a aucun souci, juste pour que la discussion soit fluide. Faites juste gaffe. Je vous laisse pas continuer. Merci. Choisir les outils, je vais vous en présenter quelques-uns juste après. En soi, il y a beaucoup et pas beaucoup d'outils qui utilisent parce qu'il y en a vraiment qui sont en train de sortir du lot. Juste petit aparté, je ne l'ai pas mis dans la slide, mais c'est assez intéressant d'observer pour ceux qui aiment vraiment la UI à quel point les outils de end-off, donc ce qu'on appelle la livraison aux développeurs, sont en train de quasiment disparaître. Pourquoi? Parce que cette partie est en train d'être intégrée au logiciel. Certains d'entre vous ont par exemple sûrement utilisé Zeppelin, InVision, Avocode, Marvel. Voilà. Toutes ces solutions, en fait, sont à défaut de se réinventer. Alors, Avocode est pas mal, par exemple, sur certains aspects, mais toutes ces solutions, en fait, à défaut de se réinventer. Alors, InVision, c'est la décadence, c'est quasiment fini, hein, malheureusement. Mais toutes ces solutions tierces sont en train peu à peu de disparaître au profit de logiciels de design qui sont de plus en plus complets et de solutions qui sont de plus en plus intégrées. Donc voilà, si vous avez utilisé ces logiciels il y a quelques années, il est probable que vous les utilisiez de moins en moins. C'est assez intéressant à observer, je trouve. Donc les design tools, que ce soit XD, Figma, Sketch,
Framer, peu importe ce que vous utilisez, embarquent tous aujourd'hui ces logiques de composants, de symboles, réutilisables, etc. Il faut donc aussi choisir ces outils de documentation, on en verra 2-3, il y en a des tech qui existent, et définir le rythme et les KPI. Pardon, j'ai oublié de changer la phrase en dessous. Donc définir le rythme, c'est voilà, à quel rythme est-ce qu'on se voit design dev, à quel rythme est-ce qu'on release des nouveaux composants, quel est notre process, est-ce qu'on fait du QA et est-ce qu'on vérifie nos composants, est-ce qu'on les met à l'épreuve, quels sont les KPI, qu'est-ce qui va nous permettre de dire que notre design system est implémenté, que ce composant est fini et que ça a marché, est-ce qu'on met moins de temps à produire, est-ce qu'aujourd'hui les développeurs en onboarding, quand ils doivent créer une nouvelle interface, comme c'est bien documenté, ils se posent moins de questions. Voilà. Quelles sont de manière objective les données qui font et qui nous disent qu'on a bien réussi ce travail d'implémentation de design system. Je vous donne quelques outils, il en existe plein d'autres, mais l'idée, ce n'est pas de vous noyer. Les outils design, vous les connaissez, je les ai cités, Figma, XD, Sketch, Framer, ça va être les 3 principaux. Framer, je le cite parce que je l'aime bien, c'est un logiciel de prototypage assez sympa. Du côté dev, on va retrouver 08, Storybook, Stencil et Zeppelin qui a encore pas mal l'affaire dans l'histoire. Et en documentation, vous pouvez utiliser, alors moi j'utilise beaucoup Notion, les API de Notion sont arrivés la semaine dernière en plus, donc là on a plein de nouveaux trucs à essayer. Asana, Confluence, on va le voir sur le design system de l'État français. Et j'ai mis Abstract. Abstract, en fait, c'est un logiciel de versionning qui permet en fait de marquer vos versions, notamment, c'est un peu sur le même principe que GitHub, si vous connaissez. Donc, on travaille avec une branche, on va créer des sous-branches et on va merger sur une branche pour mettre à jour nos designs. C'est vraiment le principe de Git. Ce n'est pas vraiment un outil de documentation, mais il y en a qui s'en servent en tant que tel, sachant que le versionning est en natif aujourd'hui dans XD et dans Figma. C'est du versionning assez basique, mais franchement, qui fait le taf pour 90% des usages. Voilà les outils qui existent. C'est une liste très succincte. Mais si vous voulez vous lancer dedans, 08 et Storybook vont rester les 2 plus populaires. 08 est un outil qui va vraiment s'attacher à la transmission design dev. Storybook va aller encore plus loin dans l'implémentation et va vraiment vous permettre au dev d'avoir le composant natif, son comportement, télécharger le code s'il faut pour l'implémenter, enfin l'appeler par NPM, par Node, enfin voilà. Il y a Storybook, c'est quelque chose dans lequel les designers vont moins mettre les mains, mais c'est important que vous compreniez comment ça marche. Je ne les ai pas mis en capture, mais je vous invite à aller les voir. Je crois, Pierre, que la presse, je vais la rendre accessible si vous voulez, aucun souci. Bon voilà, ça fait 1 heure, donc on va juste aller voir 2-3 petits exemples. Alors, je ne sais pas si j'affiche mon écran, zut. Où est-ce que j'affiche toute la presse? Alors, j'affiche bien tout. Hop. Donc, est-ce que vous voyez bien ici design system de l'État français? Ouais, c'est bon, ça marche. Ouais. Super. Donc, qui est sorti très récemment, et vous voyez qu'il a été fait sur Confluence. Donc, Confluence qui est un outil de documentation. Et si on le parcourt ensemble, on peut aller voir, par exemple, voilà, tous les composants, les accordéons, les barres de recherche, les boutons, les groupes de boutons. Voilà. Et donc, tout est documenté. Alors, tout est en français, c'est assez mignon. Case à cocher, checkbox. Voilà, merci l'Académie française. Il y a les bouts de code en HTML. Donc là, on reste sur du design system plutôt simple, mais c'est quand même déjà vachement bien. Donc, allez le voir parce que vous remarquerez qu'on est en plein dans cette uniformisation en ce moment des services de l'État, vu que normalement, c'est le moment de payer ses impôts. On peut aller voir celui de Adobe que j'aime beaucoup, notamment voilà, Voice and Tone, Human, Friendly, Honest and Responsible. Enfin voilà, il y a vraiment toutes ces notions de comment est-ce que je parle à mes utilisateurs, comment est-ce que je m'adresse à eux, quel vocabulaire je vais utiliser. Et puis ensuite, on va retrouver les composants. Encore une fois, le picker. On peut télécharger les fichiers sources. On peut voir le CSS. Je peux voir le composant React. Si j'ai besoin de l'appeler dans mon fichier React, etc.
En termes de ressources, il y a aussi le Slack de Design System France. Je n'ai pas mis le lien, mais vous pouvez le rejoindre. Voilà, c'est vraiment spécialisé dans cette thématique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer et Design System Repo, pardon, hop, qui est ici, qui liste par exemple tous les design systems, c'est mis à jour assez récemment. Donc AXA a sorti le sien il n'y a pas longtemps. Là, vous trouverez plein d'exemples de design system que vous pouvez aller voir pour vous inspirer. Encore une fois, il n'y a pas forcément une bonne façon de faire des design systems. Il ne faut pas que vous vous bloquiez. Il faut vraiment avancer pas à pas, itérer, aller voir ce que vous aimez sur certains design systems, voir si vous êtes capable de le refaire. Et si oui, allez-y, mais allez-y de manière vraiment itérative. Donc voilà pour cette brève introduction au design system.